Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage. Aujourd'hui, on reviendra largement sur cette affaire présumée de tentative de coup d'État au Bénin. Les sieurs Olivier Boko et Oswald Meki ont été présentés au procureur spécial près la Criette ce 1er octobre 2024. Ils ont été mis sous mandat de dépôt. Après, quelle analyse juridique peut-on faire de ce dossier depuis les premières arrestations jusqu'à cette décision rendue? Nous avons en plateau notre juriste pour en savoir davantage. Julio Tometti, bonjour. Bonjour Stanislas Samoa et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Vous êtes juriste, analyste politique. Vous avez suivi, tout comme les Béninois, cette actualité relative au dossier de tentative de coup d'État. Déjà, en tant que Béninois, avant d'entrer dans les analyses juridiques, quel a été votre ressenti quand vous avez appris le déclenchement de toute cette affaire? Et bien entendu, comme vous le disiez, la nuit du 23 au 24, Ouais. sinon au petit matin du Mhm. 24, comme une rumeur, nous Mhm. avons appris une tentative de coup d'État Mhm. qui serait déjouée. Mhm. C'est toute chose en fait qui peut arriver Mhm. lorsque nous sommes dans une démocratie et en Mhm. tenant compte aussi du contexte régional. Mhm. Ce sont en fait, comment dire, les coûts que l'on peut être amené à porter en fait au processus démocratique. Mhm. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est notamment les personnes supposées impliquées, Mhm. et notamment le sieur Ozad Omeki, Mhm. ancien ministre de la Jeunesse, Ouais. dont nous savons tout le rapport qu'il a eu avec le chef de l'État depuis son exil à Paris, sa Mhm. candidature, président de la République. Mhm. Les observateurs l'appelaient même, en fait, comment dire, le fils adoptif Mhm. de Patrice Talon, Mhm. tant, en fait, les liens étaient serrés. Quand Mhm. bien même, au dernier moment, notamment l'année dernière, je pense que Ouais. c'était en août ou Mhm. octobre, Mhm. il y a eu, en fait, une gaffe de l'un qui a Mhm. conduit Ozad Omeki à la démission. Mhm. Mais il n'a jamais désavoué publiquement le président de la République Mhm. que nous considérons comme être toujours quelque peu en fait son mentor. Mhm. La deuxième personnalité, Mhm. c'est Monsieur Olivier Bocor, Ouais. que les gens se plaisent à appeler le vice-président en Tout à chef. fait. Ouais. Parce que, comme le chef de l'État même l'a avoué Mhm. sur un plateau télé au Mhm. cours d'un entretien, Mhm. qu'il lui confie beaucoup de choses, Mhm. que Olivier Bocor l'aide dans beaucoup dans la gestion des affaires étatiques, quand bien même il ne lui a pas confié un portefeuille Mhm. spécifique. Donc, en fait, ça fait en fait la marque de confiance qu'on peut avoir Mhm. pour un ami parce qu'il n'a pas de domaine en fait qui soit délimité. Mhm. C'est comme si Olivier Bocor intervenait dans presque tous les domaines. Mhm. Dame rumeur dit de l'armée, par exemple par la magistrature, la Mhm. fonction publique, les marchés publics, Mhm. les positionnements, Mhm. même pour les élections en termes de positionnement, pour les élections législatives communales, il en a été beaucoup. Donc Mhm. c'est un acteur clé en fait du système de la rupture depuis 2016. Mhm. Et ce qu'en dit aussi le chef de l'État quand il parle de son ami Olivier Bocor, Mhm. en disant cette fameuse phrase que Olivier Bocor m'a vu nu, Mhm. ça veut tout dire. Mhm. Et donc, moi, en tant qu'observateur de la vie politique, béninois que je suis, Mhm. et quand nous avons entendu ça, nous pouvons être que attristés. Mhm. Attristés de ce que moi je me suis dit que ces deux hommes sont très aguerris, sont, excusez-moi de dire comme ça, hein, Mhm. peut-être pas de manière péremptoire, sont trop intelligents Mhm. pour laisser transparaître sur la place publique Mhm. leur dissension ou Mhm. leur mésintelligence à un moment donné. Quand bien même, je me suis toujours convaincu de ce que, quand bien même s'il y aurait peut-être des difficultés, comme nous sommes en train d'avoir commencé par l'observer depuis quelques mois par Mhm. rapport au processus électoral Mhm. de 2026, Mhm. par rapport aux questions de situation de candidature. Et ce que le président de la République en a dit, vous avez vu clairement qu'il y a une scission. C'est-à-dire l'autre, il y a un groupe, Mhm. des groupes de mouvements Mhm. qui quotidiennement s'activent pour dire susciter en fait la candidature de tel. Mhm. Le président de la République, Patrice Talon, qui dit, première chose, que la réforme du système partisan tel qu'ils l'ont conduit jusque-là n'admet plus en fait cette pratique-là, que les débats autour des élections, des positionnements Mhm. doivent se faire au sein
des partis politiques. Et qui n'est pas du genre, il a dit plus loin, qui n'est pas du genre à favoriser ses amis. Il a été plus loin pour dire si Olivier Boko est candidat ou pas, que lui n'en sait rien. Vous y avez cru? Bon, moi j'ai, comment dire, la faiblesse. J'ai la faiblesse de croire. J'ai la faiblesse de croire. Les deux voyagent tout le temps dans l'avion, oui, voilà, en fait, ils n'en ont jamais parlé. Oui, ça peut être deux éléments distincts. C'est un peu en fait ce qu'il a reproché quand il intervenait après la démission de Oza Domeki, pour dire nous ne pouvons pas avoir construit ce que nous avons pensé construire ensemble en termes de réforme du système partisan. Pour qu'un individu qui soit au cœur de cette réforme en tant que ministre puisse tenir un langage comme ça qui désavoue complètement tout ce qui avait été pensé et construit. Ce qui avait été pensé et construit, c'est que nous changeons en fait de paradigme, que tel que ça se passait et qu'un individu, s'il a la capacité financière ou mobilisatrice de réunir des gens, peut se passer complètement en fait du mécanisme, en fait du système partisan mis en place. Donc ça a été les éléments qu'il a reprochés donc en fait la posture que montait Parti Talon en ce moment-là veut dire par rapport aux questions d'ordre électoral, je ne suis pas en phase avec mon ami. D'ailleurs, on n'en a jamais discuté. Il n'en est même pas question qu'il en discute avec moi. Donc, l'autre chose, par rapport à la gouvernance, la manière dont Olivier Bokor l'accompagnait, Olivier Bokor continuait toujours de l'accompagner parce que les gens s'attendaient à voir. Est-ce qu'on va continuer à voir Olivier Bokor dans les voyages officiels du chef de l'État? Et l'observation a montré que oui, Olivier Bokor continuait toujours d'être dans les délégations officielles, notamment à l'extérieur du chef de l'État, et continuait toujours d'officier comme il le fait dans beaucoup d'affaires qu'on peut appeler en griffe des affaires intérieures de la République d'une certaine façon. D'accord. Donc, il y a lieu de séparer en fait les deux aspects, l'aspect gestion qu'ils ont et l'aspect des préoccupations électorales. D'accord. Alors, vous avez si bien planté le décor au regard des personnalités présumées, voilà, soupçonnées dans cette affaire-là, qui sont quand même d'une certaine proximité avec le chef de l'État. Beaucoup de questions se posent. Il y a certains Béninois qui émettent des réserves. Ils estiment que c'est trop beau. Est-ce que cela peut être vrai? Est-ce que légitimement, on a le droit d'émettre des réserves dans un cas pareil? Oui, bien sûr. On a le droit à faire d'une situation, comme on le dit peut-être dans le processus de recherche, de mettre des hypothèses. Je connais bien ça comme étant des hypothèses. Hypothèses, d'accord. La première hypothèse, que ce soit complètement un coup monté entre un jeu d'acteurs, où chacun connaît son rôle, et dont l'objectif final, comme nous sommes en train de l'entendre, serait de, comment dire, à l'habitude béninoise, de rendre quelque peu populaire, en fait, davantage populaire, les mises en cause, parce qu'il paraît que le Béninois a l'habitude comment dire, de prendre fait et cause pour les personnes qui sont brimées, qui sont victimes, qui sont brimées, qui sont dans une situation difficile d'une certaine façon. Ça, c'est la première hypothèse. Donc, pour rendre davantage populaire, pour démarquer Olivier Bokor de Patrice Talon, d'accord, pour que ça ne soit pas que Patrice Talon soit en train de faire la promotion de son ami, donc il y a dissension entre les deux, et donc l'autre, Olivier Bokor, se serait soustrait du joug de Patrice Talon, deviendrait un homme nouveau, et donc pourrait, d'une manière ou d'une autre, briguer la magistrature suprême en 2026. Pourquoi les gens ne croient pas en la bonne foi du chef de l'État? Il a martelé à plusieurs reprises qu'il s'en va et tout. Récemment, on a suivi le porte-parole du gouvernement qui nous a dit que dans 20 mois, le chef de l'État sera déjà passé à autre chose, que voilà. Et pourquoi on persiste à vouloir croire en une hypothétique idée de vouloir rester? Parce que le Béninois est ce qu'il est. Nous avons en fait ce qu'on peut appeler une crise de confiance que le Béninois a toujours nourri vis-à-vis de ses gouvernants, vis-à-vis de ceux qui le gouvernent. Et vous savez, le Béninois, vous gouvernez le Béninois aujourd'hui, vous êtes le diable, demain vous ne le gouvernez plus, vous devenez Dieu pour lui. Après demain vous revenez sur la même position, vous devenez autre chose. Je veux prendre un cas de ces sujets qui nourrissent l'actualité. Regardez un peu, quand je dis ceux qui gouvernent, en 2011-2012, dans l'affaire de tentative de coup d'État contre le président Boni Yayi, on a dit, le Béninois a pris fait et cause pour Patrice Talon contre Boni Yayi, parce que Boni Yayi était président de la République. Après, quand Patrice Talon est devenu président de la République, le Béninois a dit, non, c'est vrai, Patrice Talon avait vraiment tenté
parce qu'il est devenu président, avait tenté véritablement de nuire à Boni Yayi. Et Boni Yayi est devenu en ce moment-là la sainte personne d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est le même scénario. C'est le même scénario aujourd'hui où, tant que vous êtes gouvernant, il y a toujours de suspicion, il y a toujours cette crise de confiance, quel que soit en fait ce que vous avez toujours peut-être manifesté ou ce que vous avez toujours dit. Et véritablement, Patrice Talon est doublement victime. Doublement victime parce qu'il y a dans le circonstance collectif aujourd'hui, on dit que Patrice Talon est tellement futé que véritablement ce qu'il pense, on ne peut jamais savoir. Quand il pose un acte, non, il faut penser 2 ou 3 fois. Il faut peut-être, parce qu'il a déjà prévu un plan A, un plan B, un plan C. On lui prête tellement d'intention, de génie, d'intelligence, de si ou. On se dit, non, celui-là, s'il veut quelque chose, il se donne les moyens de l'avoir. Et que Patrice Talon ne peut pas avoir fait cette gouvernance-là telle qu'il a fait, d'avoir construit ce qu'il a fait et le laisser en 2026. On se dit comme si tout ce qui a été construit, c'est de son patrimoine. Non, c'est la République qu'on lui a confié pendant 10 ans. Quel que soit qu'il ait mal fait ou bien qu'il ait bien fait, quel que soit ce qu'il aurait construit d'une certaine façon, d'accord, il a à déposer le tablier, comment dire, à l'issue de son mandat. Donc, en fait, pour moi, les questions de suspicion ne devraient pas être. Parce que, en fait, le danger dans ça, c'est comme une légitimation populaire, d'une certaine façon, de se supposer 3e mandat. Quand tout le monde te met dans la tête que c'est possible pour lui de faire un 3e mandat, ça ne serait plus un étonnement pour qui que ce soit si demain ça se produisait. Si demain peut-être il changeait d'une certaine façon comment dire, d'attitude par rapport à la situation. Parce qu'il peut se dire, ou tout président, hein, je ne veux pas passer talent. Quand tout le monde chante que vous pouvez faire 3e mandat, vous voulez faire 3e mandat, donc vous vous dites que bon, la chose n'était pas aussi impossible que ça. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez travailler à vous donner tout ça. Mais si dans le subconscient collectif, tout le monde se dit, c'est impossible que Patrice Talon fasse un 3e mandat. C'est impossible que ça lui-même passe par la tête. Je ne pense pas qu'il puisse développer, en fait, quelques idées allant dans ce sens. Je dis aujourd'hui, je ne souhaite pas que ça se produise, j'ai bon espoir que ça ne se produira pas. Le Béninois est en train de travailler à dresser en fait le lit pour tout président de la République qui aurait l'intention d'un 3e mandat parce qu'on se dit que la chose est possible. Aujourd'hui, c'est le Béninois qui se dit que la chose est possible, il est possible à partir de temps de faire un 3e mandat, quel que soit les gages que celui-ci avait donnés. Mais constitutionnellement, ce n'est pas possible. Constitutionnellement, ce n'est pas possible jusque là où nous sommes. Et en voulant matérialiser ces intentions, et beaucoup d'acteurs vous le diront, que la dernière révision constitutionnelle qui a été opérée, la révision l'a été à un moment où nous avons ce que nous appelions, ce que certaines classes politiques appelaient le Parlement monocolore. Parce que Talon avait la possibilité de faire tout mettre dans la Constitution, même si c'est pour, comment dire, rabattre toutes les cartes, il avait la possibilité de tout mettre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a, à contrario, renforcé, en fait, le dispositif pour ne laisser aucune chance pour quelques interprétations doctrinales ou jurisprudentielles qui puissent avoir par rapport aux questions d'âge, questions de, on a changé de constitution, nouvelle république, ancienne république, pour fermer la porte à tout débat, d'accord, qui pourrait en fait orienter vers une possible candidature de sa personne ou d'une telle personne qui aurait déjà exercé 2 mandats présidentiels. Et donc, pour moi et pour beaucoup, la question normalement était vidée. Aujourd'hui, le maire doit se concentrer pour dire, au regard de ce que Patrice Talon a bâti, d'accord, qui il faut identifier pour pouvoir poursuivre l'œuvre d'une certaine façon. Quels sont les défis, quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives après 2026 et qui sont celui qui est le mieux à porter en fait ces ambitions pour le Bénin d'après 2026. Et là, ça doit être la préoccupation. On doit considérer que Patrice Talon est finissant. Patrice Talon, pour ne pas dire que Patrice Talon est un homme fini d'une certaine façon, il ne peut plus briguer un mandat présidentiel. À partir de ce moment-là, on l'accompagne juste à ce que ces derniers mois, ces 18 derniers mois soient bien accomplis et bon, on se projette pour l'avenir. Tout à fait. C'est vrai que dans la Constitution, il l'a dit, on était à une séance où il nous rappelait quand même qu'il a mis dans la Constitution que nul ne peut de sa vie
voilà, briguer plus de 2 mandats constitutionnels. Donc, quand c'est dit comme ça, c'est écrit noir sur blanc, quand il a martelé à l'intérieur comme à l'extérieur, quand il le dit à tout moment, est-ce que quelque part la parole présidentielle n'a pas une valeur qu'il faut considérer aujourd'hui? Non, on ne peut pas imposer aux personnes la valeur de la parole présidentielle. Chacun en fait ce qu'il fait, c'est notre sociologie qui est comme ça. Je vous ai décrit tout à l'heure, en fait, quelle est la psychologie du Béninois par rapport à ces dirigeants. C'est toujours, en fait, cette question de méfiance. Peut-être allons décrier par certains aujourd'hui, je suis après 2026, s'il n'est plus au pouvoir, serait applaudi par les mêmes personnes. Les gens vont regarder dans le rétroviseur pour dire, mais celui-là avait quand même fait du bien. Tant qu'il est là, peut-être que c'est l'exigence du fauteuil présidentiel, d'accord, qui fait que comment dire, on vous suspecte de tout et qui vous conduit chaque fois à vouloir tout faire, d'accord, pour plaire, à tout faire pour dire, comment dire, ne pas donner frein à ce que l'on pensait, ce que l'on pense de vous, d'une certaine façon. Mais je pense que au-delà de tout, c'est Patrice Talon qui fera de ces suspicions ce qu'il doit faire. Et je pense qu'il a la carapace suffisamment forgée pour savoir ce qu'il doit en faire. Et donc, je pense, comme beaucoup de Béninois, que normalement, en fait, il faut dépasser ça. Parce que cela, le problème, c'est que ça risque, en fait, de nous d'obstruer, en fait, quelque peu notre vue pour que nous n'ayons pas, comment dire, un regard suffisant sur le prochain. Parce que, je voulais rappeler la parole d'un acteur, d'un universitaire, acteur politique, malheureusement, dans les liens, comment dire, carcéral aujourd'hui, le professeur Joël Aïvo, qui disait que le Béninois se préoccupe plus, en fait, du départ d'un homme du pouvoir que de celui qui vient. Alors que c'est beaucoup plus le danger, ça. Il faut être plus focus, en fait, sur celui qui vient, par rapport à ce que nous avons comme perspective en jeu et défi, pour pouvoir définir le profil d'homme qu'il faut, au lieu d'être concentré sur le partant, de sorte qu'en fait, excusez-moi pour le dire, n'importe qui pourrait venir et après, bienvenue éventuellement les dégâts. Ce qu'on ne souhaite pas. Alors, Julio Tometti, dans les analyses juridiques, on a suivi aux premières heures de ce 24 septembre des rumeurs sur, certains ont parlé d'enlèvement, d'autres de kidnapping et tout. Après, on a suivi la sortie du procureur spécial de la CREA qui a parlé d'arrestation et tout. Il a décrit un peu les différentes formes. Il a montré où il a exhibé des preuves en révélant quand même qu'il y aurait l'ouverture d'un compte bancaire au profit du colonel Teva Idrin au niveau de la Côte d'Ivoire et l'institution bancaire interpellée a réagi. Voilà, l'institution bancaire qui a été citée dans cette déclaration-là a réagi, NCA Banque Côte d'Ivoire, pour faire des clarifications. Et certains observateurs estiment qu'il y a eu plusieurs versions. On ne sait plus qui croit en réalité. Quelle est votre analyse? Bon, premier élément, arrestation et kidnapping. Je pense qu'en fait, les deux thèmes s'approprient véritablement en fait, à ce qui s'est passé, quand bien même on peut faire l'analyse autrement. Ozad Omeki aurait été arrêté chez lui, en présence la présence au moins de parents, donc avec la police. Lorsque la police débarque chez vous et vous arrête pour un certain nombre de suspicions, on voit que c'est la police. Donc il s'agit là d'une arrestation. L'arrestation peut être qualifiée d'illégale en tenant compte de ce que ça aurait été peut-être sans mandat ou ça a été à une heure, d'accord, qu'on ne doit pas arrêter ou bien qu'on ne doit pas se porter dans le domicile de quelqu'un tel que prévu par le Code de procédure pénale. Donc il s'agit là d'une arrestation. Mais pour Olivier Bocon, il paraît qu'il était au volant à bord de son véhicule avec son épouse et a été interpellé par des inconnus. À partir du moment où l'arrestation n'a pas été avec les autorités policières, avec les forces de l'ordre telles que identifiées, ça veut dire que c'est peut-être un kidam qui l'a fait. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit d'un kidnapping parce qu'on ne sait pas qui l'a fait et il est clair que en ce moment-là, rien ne permettait de savoir si ce sont les autorités policières régulièrement constituées qui l'ont fait.
Donc, ce sont les premiers éléments d'information que nous avons eus. Mais en fait, lorsqu'on finit de faire ça, qu'est-ce qui permet de se dépasser de ce, comment dire, du kidnapping? Lorsque la personne, d'accord, en tenant compte de la gravité de l'infraction ou des circonstances dans lesquelles, ou bien des mesures, en fait, policières à mettre en œuvre, en fait, pour faire arrêter ces personnes-là, lorsque la personne a fini d'être arrêtée, il faut, en fait, le devoir ou bien le droit d'information. L'intéressé a le devoir, a le droit, d'accord, dans les minutes qui suivent, d'informer sa famille, d'informer son avocat. À partir de ce moment-là, on sait que l'intéressé est entre les mains des forces policières ou judiciaires. À partir de ce moment-là, le qualificatif de kidnapping tombe, d'accord, au profit de celui d'arrestation. Donc, pour finir par dire que les deux individus, on a qualifié différemment arrestation et kidnapping en tenant compte des formes ou des personnes qui ont procédé à cette arrestation. Dans le cas de M. Olivier Bokor, on n'avait pas pu identifier clairement ceux qui l'ont fait. C'est un peu le cas, comme nous l'avons dit précédemment, de Steve Amosso, comment dire, pris en fait de force par des personnes non indiquées sur le sol togolais. D'accord, merci beaucoup. Il y a eu la sortie du procureur de la Crielle. La sortie du procureur, la réaction de la Côte d'Ivoire. Voilà, en fait, il y a deux choses qu'il faut voir. Dans la recherche des éléments constitutifs de l'infraction, d'abord et c'est les avocats même qui l'ont dit premièrement, d'abord au domicile de tout là, que Olivier Bokor avait été arrêté. Il y avait eu, en fait, saisi la fouille d'un véhicule où on a retrouvé une importante somme d'argent, une importante truc d'argent en numéraire. Donc, ça, c'est de la bouche des avocats constitués, notamment Maître Aounou, d'accord, de ce que nous avons entendu. Après, à la sortie du procureur, nous avons entendu ce qu'il y a eu un compte bancaire qui a été ouvert au nom du colonel, d'accord, sur lequel on doit déposer un montant de 105 millions, dont la preuve lui a été envoyée par capture, par téléphone. La NCA a réagi. La NCA doit réagir normalement, parce qu'il s'agit en fait d'une infraction de tentative de coup d'État. Alors que vous savez que dans l'activité bancaire, d'accord, il y a les règles précises. Il y a notamment en fait comment dire, ce que je vais appeler le droit communautaire de la banque, de certaine façon, notamment la loi uniforme sur la réglementation bancaire, qui a prescrit, d'accord, des mesures aux États et aux banques, notamment pour lutter dans la lutte contre le financement, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le blanchiment de capitaux qui s'entend de ce que on met l'argent issu d'un crime ou d'un délit dans le circuit formel d'une banque ou d'une institution financière. Le financement du terrorisme qui, dans ce cas-là que nous sommes, c'est-à-dire tout financement, toute transaction qui passe par le circuit financier dont la destination ou l'aboutissement, c'est de faciliter la commission d'une infraction, notamment, en fait, comment dire, un bouleversement de l'ordre constitutionnel tel que nous avons les actes de terrorisme, les actes d'atteinte à la sécurité de l'État. Donc, qu'est-ce que l'institution bancaire NCA a fait en ce moment-là? C'est de se départir très vite, en fait, de cette accusation. Parce qu'il pourrait, en fait, avoir des sanctions en tenant compte des directives de la BCEAO, des directives de l'autorité de contrôle. Parce qu'en vérité, en cette matière-là, toute banque a ce qu'on peut appeler, si nous résumons la situation, deux obligations. Il y a l'obligation d'identification. Lorsque vous devez aller faire en fait une opération, déposer une certaine somme sur votre compte ou le compte d'un tiers, on doit être capable de vous d'identifier celui qui a ouvert le compte. Ce compte-là en question, est-ce qu'il s'agit du colonel lui-même qui a été ouvrir le compte? On ne peut pas le dire. Aucun des révélations qui ont été faites n'ont pu dire clairement si le compte assurance de telle façon, parce qu'en fait, la différence n'est pas grande contre un compte assurance. C'est comme carrément lorsque vous faites une assurance vie, lorsque vous ouvrez un compte épargne dans une banque de certaine façon. Mais il y a différence au niveau des montants. Il y a différence au niveau des montants. Donc, en fait, c'est quoi? La NCA devait réagir. Je parle en fait de l'obligation d'identification. Il y a une obligation d'information. C'est-à-dire que l'obligation d'information, c'est que nous avons dans tous les États de l'UMOA ce que nous appelons le CENTIF, la cellule de traitement et d'analyse des informations, la cellule nationale de traitement des informations financières. Lorsque vous allez dans une banque, vous ouvrez un compte, vous déposez peut-être 50 000 là-dessus, on doit s'interroger. On doit communiquer cela, d'accord, très vite, à cette cellule-là,
pour que cette cellule analyse la provenance de ces fonds. Est-ce que ces fonds ne proviennent pas de la commission d'une infraction, c'est-à-dire pour ne pas être un blanchiment, ou bien ces fonds ne sont pas destinés, d'accord, à la commission d'une infraction, c'est-à-dire le financement du terrorisme ou bien des actes attentatoires à la sûreté de l'État. Est-ce que la NCA a fait droit à cette obligation de déclaration en ce moment-là? Est-ce que la question de vigilance a été, est-ce que l'information a été, est-ce que la déclaration au niveau de la cellule a été, parce que cette cellule-là est dans chaque pays, c'est une obligation, en fait, dans la communauté UEMOA, que cette cellule, que le CENTIF existe, et pour travailler, d'accord, à la clarification de ce qu'on peut appeler l'information financière. Donc, pour éviter les sanctions éventuelles, et pour ne pas se montrer comme, en fait, une banque, d'accord, ou bien une institution financière qui finit par, devenir une plateau tournante, en fait, des transactions dont la destination est de commettre, en fait, des actes d'atteinte à la sécurité de l'État, la NCA avait l'obligation de vite, en fait, se dédouaner. Maintenant, de l'intervention du procureur spécial. Je pense, en fait, pour ne pas être péremptoire, que le procureur a manqué quelque peu de précaution. À quel niveau? A manqué de précaution. La précaution, c'est en se disant que, d'abord, soit on se prononce sur les faits tels qu'ils ont été rapportés, d'accord, en utilisant le conditionnel, ou bien on va chercher soi-même l'information en utilisant l'affirmatif. Le procureur, malheureusement, a utilisé l'affirmatif, d'accord, et on aura compris que les informations que détient le procureur n'ont pas été des informations vérifiées au niveau de la banque. Parce que vous avez lu dans le communiqué de la banque, que la banque met en même temps à la disposition des autorités judiciaires béninoises toutes les informations sur ce compte assurance vie qui a été ouvert. Donc, la banque entend faire preuve de la plus grande clairvoyance par rapport à cette affaire. Donc, elle s'est dit qu'avant la déclaration du procureur, elle s'est dit que le procureur n'a pas été vérifié. La nature du compte en question, le montant du compte et la date supposée d'ouverture, parce qu'en fait, ce sont les trois éléments qui ne concordaient pas entre la déclaration du procureur et le retour qu'en a fait la NCA Banque. Donc, ces deux choses, le procureur a manqué, puisqu'il faut aller peut-être remonter à la vidéo du procureur pour se rendre compte que le procureur, au lieu, d'accord, a affirmé, d'accord, au lieu de supposer ou bien de mettre au conditionnel d'une certaine façon. Et donc, c'est ce qui peut, de cette façon, nourrir les suspicions de ce que qui nourrit malheureusement la suspicion de ce que, est-ce que tout cela ne serait pas un coup monté et que ces éléments-là de discordance constituent les failles que peut révéler, en fait, tout complot d'une certaine façon. D'accord. En tout cas, de toutes les manières, on a vu, et on a pu observer quand même que ces deux personnalités ont été placées sous mandat de dépôt en attendant l'ouverture de leur procès. On sait aussi que, entre-temps, les avocats sont sortis, vous l'avez dit tout à l'heure. Quand on regarde tout ce qui s'est passé dans la journée du mardi 1er octobre, les différents chefs d'accusation retenus contre les présumés auteurs de cette tentative de coup d'État, quelle lecture vous faites de ces différents chefs d'accusation? Non, ça concorde véritablement avec ce que l'actualité nous a offert. Je pense que ça fait 3, mais on parlait de 4. Il y a, complot contre la sûreté de l'État, donc l'acte principal même. Il y a corruption d'agents publics, corruption d'agents publics qui constitue le fait d'intéresser un agent public à faire ou à ne pas faire ce qu'il doit faire, d'accord, ou de l'intéresser autrement à être mis dans le coup peut-être d'une infraction que sa position lui permettait d'avoir, donc corruption d'agent public. Donc chaque fois que vous motivez d'une manière ou d'une autre un agent public à faire ou à ne pas faire ce qui normalement ne devrait pas être fait ou ne pas faire. Le troisième, c'est le blanchiment de capitaux. Le blanchiment de capitaux, notamment sur les deux, en parlant de questions de numéraire, ce qui a été déposé sur compte, que ce soit épargne ou bien assurance vie ou compte banque, la provenance,
on doit le savoir, puisque apparemment, ça n'a pas été par le colonel lui-même. Maintenant, les 1,5 milliard comment les 1,5 milliard ont été mobilisés, d'où proviennent les 1,5 milliard, à quoi les 1,5 milliard ont été destinés, d'où l'infraction de blanchiment de capitaux. Et donc, les deux premières infractions, il faut les rechercher dans le code pénal. Et la dernière infraction, c'est-à-dire le blanchiment de capitaux, il faut rechercher son incrimination dans la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. D'accord. Vous l'avez si bien expliqué. Maintenant, au regard de toutes les situations, certains auraient estimé quand même qu'on les libère parce que au soir de ce 1er octobre, même disons jusqu'au petit matin du 2 octobre, certains ont été placés sous contrôle judiciaire. D'aucuns pensent qu'on aurait pu placer ces deux personnalités aussi sous contrôle judiciaire au lieu de les mettre sous mandat de dépôt. Qu'en dites-vous? Attends, on laisse le droit. On suppose qu'on laisse complètement le droit. Est-ce que dans l'entendement populaire, est-ce que vous l'auriez apprécié que par rapport à cette infraction, il s'agit d'un crime? D'accord? Est-ce que par rapport à cette infraction, les gens sont poursuivis et être poursuivis sans mandat dans ce cas-là? Attendez, on peut faire une simulation. On peut faire une simulation. Steve Amousou, soupçonné d'être le frère Onvi, avec toutes les charges qui pèsent contre la personne du frère Onvi, est poursuivi avec mandat. D'accord? Et on parle maintenant d'atteinte à la sûreté de l'État. Et on va poursuivre sans mandat. Je me demande, en fait, les mêmes béninoises, les mêmes personnes qui disent c'est un complot, c'est un coup monté concis, c'est ça. Est-ce que ces mêmes personnes ne diraient pas, parce que nous l'avons entendu, et ça on va revenir là-dessus, est-ce qu'on ne dira pas, ah donc parce que c'est eux, et qu'il s'agit d'un crime, on les a poursuivis sans mandat. Donc c'est pour dire, là je ne suis pas dans le droit, je suis en train de dire ce que, en fait, dans l'imaginaire populaire, ce que nous pouvons tous ressentir humainement par rapport à ça. Maintenant, en droit, il s'agit en fait d'un pouvoir, d'accord, exclusivement conféré au juge des libertés et de la détention. Vous avez vu, en fait, comment dire, le processus, il était devant le parquet. Après, le parquet a fait son réquisitoire introductif parce qu'il s'agit d'un acte criminel. Et donc, il doit avoir forcément la constitution d'un jury d'instruction, d'un juge d'instruction ou bien d'un collège de juges d'instruction. D'accord? Et ce n'est qu'après ça qu'on va devant le juge des libertés et de la détention pour déterminer est-ce que ceux-ci peuvent être poursuivis avec ou sans mandat. Puisqu'on le dit d'une certaine façon, c'est en matière procédurale telle que la règle le dit en termes de, comment dire, pour rester collé aux droits de l'homme, que c'est la règle est la liberté et la détention l'exception. Donc, c'est le juge des libertés et de la détention qui juge au regard de la gravité des faits, d'accord, et au regard de ce que je peux appeler la représentativité des personnes, d'accord, que de juger l'opportunité de les mettre sous mandat ou non. Donc, comme vous le voyez, ils ont été mis sous mandat de dépôt, d'autres ont été mis sous contrôle judiciaire, donc ils pourront bénéficier. Donc, il y a un élément de présomption qui fait que ceux qui ont été mis sous convocation ont peut-être donné une garantie de représentativité, ou bien ce qu'on leur reproche, ou bien leur degré d'implication n'est pas assez grave pour craindre que ceux-ci disparaissent, ou bien que peut-être on attente à l'intégrité ou à la vie de ces personnes-là pour brouiller en fait les pistes de l'enquête. Et donc les autres, on a estimé que les faits étaient suffisamment graves et que, c'est l'autre chose qu'on ne dit pas, et que des fois, leur mise en liberté pourrait en fait brouiller les pistes de l'enquête. Voilà en fait l'une des finalités de la détention. Parce que vous êtes en liberté, vous pouvez travailler, d'accord, comment dire, à brouiller les pistes sur les témoins, sur les faits qu'on n'a pas encore pu découvrir. Vous aurez pu travailler à les faire effacer, à les faire annihiler. Alors que lorsqu'on vous met tout de suite en détention, ça permet en fait de garder quelques éléments les plus intacts possible. Ça permet en fait de mener l'enquête beaucoup plus sereinement et d'être assuré qu'il n'y aura pas de troubles faits dedans. D'accord. Alors, on est en train de finir, puis ce décryptage, je veux quand même
assez spécial sur les aspects juridiques de ce dossier-là. On sait que Maître Aounou, notamment, au petit matin de ce 2 octobre, il a rappelé quand même certains éléments. Je voudrais votre avis là-dessus. Il a dit que les clients, globalement, leurs droits ont été respectés, ils ont été écoutés, et que même les avocats avaient demandé quand même au procureur de prendre connaissance du dossier avant quand même tout débat, et on le leur a permis. Donc, il a quand même, il a dit, hein, je le cite expressément, il dit que quand c'est mal fait, on le dit, mais quand c'est bien fait, on le dit, il faut le dire aussi. Donc, il a reconnu quand même que les droits de ses clients, ne serait-ce que pour la journée du 1er octobre, ont été respectés. Votre avis? Oui, il faut d'abord rappeler que Maître Aounou, dans ses premières interventions, telles que les Béninois l'ont découvert dans la journée du 24, sa verbe était très poussée. Il disait notamment que la procédure n'a pas été respectée. Je le rappelais ici tout à l'heure, par rapport à l'heure d'intervention, à l'heure à laquelle la police a fait éruption. Est-ce qu'ils l'ont fait avec mandat ou sans mandat? Donc il y avait pas mandat. Donc on ne peut pas savoir en vérité s'il y avait un mandat ou pas. Donc il a relevé en fait un certain nombre d'entorses d'une certaine façon à la procédure. Et c'est lui qui a été l'une des premières personnes à révéler en fait l'existence de numéraires en fait dans le véhicule, après que le procureur ne vienne donner le montant exact de ce numéraire. Et donc lorsqu'on a dit ça, ça c'est les éléments de premiers éléments de premières heures. Vous le voyez il n'était pas encore complètement dans le dossier, et vous aurez pu constater en fait les spécialistes vous diront que il y a eu mal donne dans sa communication cette nuit-là. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ne devaient normalement pas venir de lui, et c'est comme s'il était, comment dire, il a dit des choses qui pourraient aller à l'encontre de ses supposés clients. Maintenant, on a senti un Maître Aounou qui est bien rentré maintenant dans le dossier. avec le calme qui sied, qui dit, bon oui, la procédure en toute matière, et c'est lui-même qui a même décrit, comme je disais ici tout à l'heure, la procédure en fait, ce jour-là, en fait, de ce que ça a été devant le procureur, de ce que en fait la transmission au niveau du juge d'instruction, le juge d'instruction doit se constituer et convoquer, si possible, après les parties pour approfondir l'enquête, et qu'après, en fait, c'est le juge des libertés et de la détention. Et a clarifié, en fait, ce qui est de la compétence, en fait, de chacun de ces compartiments, en fait, de la justice pénale. Et donc, en reconnaissant, c'est en fait pour faire amende honorable à tout ce qui s'est passé. Mais il faut dire aussi qu'après qu'il ait dit ça, il est revenu en fait sur un certain nombre d'éléments. Le fait que son client, notamment M. Olivier Bokor, n'a jamais été en contact avec le chef d'orchestre de cette accusation, notamment le colonel, comment il s'appelle, j'oublie bien son nom. M. Tevoa Edré, qui n'a jamais été en contact avec lui, qui ne le connaît pas. Ce dernier était en fait l'ami personnel de monsieur Ravad Omeki. Est-ce que ça a été fait sans lui d'une certaine façon? Donc il a relevé un certain nombre de raisonnements pour disculper en fait quelque peu son client. C'est naturellement le rôle d'un avocat en cette matière-là. Mais il faut dire, de manière générale, on a senti véritablement maintenant Maître Aounou dans la peau de l'avocat des prévenus, qui véritablement est rentré maintenant dans le dossier. Et donc moi je pense qu'il aura tout à faire à préparer très bien en fait la défense de son client, parce que bon, dans ces cas les éléments d'argument ne manquent pas, les éléments ne manquent jamais, surtout quand il s'agit d'un procès pénal. C'est la précision d'une certaine façon. Quand il y a le moindre doute, nous disons là, c'est la dernière fois, et vous voyez certaines personnes ont tout fait de rappeler en fait une jurisprudence en fait de ce que de la fameuse jurisprudence de non-lieu, mais c'est pas toujours similaire. Les faits ne sont pas les faits ne sont pas les mêmes, les acteurs ne sont pas les mêmes. Et à partir de ce moment-là, il faut prendre les faits dans leur contexte, et donc j'ai bon espoir que
Maître Aounou, avec tous les autres avocats, feront le travail pour aider, parce qu'en fait, c'est ça, hein, pour aider, en fait, la création de la Cour spéciale lorsque le procès, comment dire, va s'ouvrir à la manifestation de la volonté. Merci beaucoup à vous, Julio Tobetti. Vous êtes juriste, analyste politique, observateur aussi de la vie socio-politique de notre pays. Avec vous, on a analysé les contours juridiques de ce dossier de tentative présumée de coup d'État au Bénin. Les principaux mises en cause ont été mis sous mandat de dépôt dans la nuit du 1er octobre 2024. On suit de près cette actualité. Merci à tous de nous avoir suivis.